Bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont elles sont les principaux faits. Pose de la première pierre d'un centre de vidéosurveillance. Un nouveau service de dialyse mis en place à l'hôpital de Balbala, Cheikhou. Et dans l'actualité internationale, Donald Trump évoque pour la première fois la création de 2 États. C'était les titres. Bienvenue sur Télé Djibouti. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a procédé dans la matinée d'aujourd'hui à la pose de la première pierre du futur centre d'assistance de système de surveillance de sécurité de la ville de Djibouti. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, le chef de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khairé, le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi, le commandant des gardes-côtes djiboutiens, le colonel Waïs Omar Bogoré et plusieurs autres personnalités ont donc participé à cette cérémonie qui s'est déroulée au camp Omar Allen. En effet, le futur centre sera construit sur une parcelle de 3000 m² offerte par le commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jama de Ali. A noter aussi la présence côté primature du secrétaire général de la primature, M. Neguib Abdallah Kamil. Avant de procéder donc à la pose de cette première pierre, le chef de projet et représentant de la sécurité nationale a souhaité donc la bienvenue au Premier ministre. Il a expliqué dans son mot d'introduction les différentes étapes de ce projet. En effet, suite aux événements d'insécurité et aux menaces du terrorisme dans la région, le président Ismaël Marguerite a ordonné en 2006 à la sécurité nationale de faire une étude de faisabilité d'un système moderne capable d'assurer la sécurité des personnes et des infrastructures de la ville de Djibouti et ses environs. Lors du sommet Chine-Afrique de 2015 en Afrique du Sud, le projet a été évoqué par le président de la République à son homologue chinois Xi Jinping dans un entretien tête-à-tête. Fruit de la coopération sino-djiboutienne, le projet a été accueilli favorablement par Xi Jinping et l'accord transformé en un don. En avril 2018, la société China Railway Construction Group obtient donc le contrat et dépêche une équipe technique pour concrétiser les études du cahier de charges. Et prenons donc ensuite la parole. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a souhaité la bienvenue également à Djibouti au nouvel ambassadeur chinois. Il a remercié donc et il a représenté la République populaire de Chine qui l'accompagne pour la réalisation de ce projet. Poursuivant son allocution, Abdelkader Kamel Mohamed a indiqué que la sécurité nationale se modernisera et disposera d'une cellule de gestion de crise adaptée et d'ajouter le souhait que tous les intervenants dans ce projet puissent collaborer activement à sa mise en œuvre. Je vous propose de le suivre. De Djibouti qui s'étendra de l'Oyada au PK20. Ce projet avait été initié par le président de la République et lors du sommet Afrique-Chine de 2015 en Afrique du Sud, le président chinois avait donné son accord et le voilà aujourd'hui entré dans sa phase de construction. Bientôt, suivi d'une seconde phase d'équipement, portant cette fois-ci sur toute la frontière de la République de Djibouti. Galilée, Gallafi, Balhou et Moulhoulé. Toute la République de Djibouti, toutes les frontières seront couvertes avec la seconde phase de ce programme. J'ai saisi cette occasion pour remercier les représentants du gouvernement de la République populaire de Chine. Avec cette réalisation, la sécurité nationale se modernisera et disposera d'une cellule de gestion des crises adaptée. Je souhaite à tous les intervenants dans ce projet qu'ils puissent collaborer activement à sa mise en œuvre.
Et bien donc, dans la même actualité de ce 15h, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a également procédé hier après-midi à l'inauguration d'une unité de dialyse à l'hôpital Cheikhou de Balbala. Accueilli donc à son arrivée par le ministre de la Santé, Dr Jama El-Meoukiye, et le directeur général de l'hôpital Moussa Ibrahim Sougué, le Premier ministre donc a salué l'ensemble du corps médical et chirurgical de l'hôpital qui lui ont formé une aire d'honneur. Puis il a procédé donc à la coupure traditionnelle du ruban inaugural. Le Premier ministre a ensuite effectué une visite guidée du nouveau service de dialyse et suivi avec intention les explications de Dr Daher, médecin interne et spécialiste en néphrologie ou en maladies des rats. Ainsi, un second centre de dialyse entièrement financé par la République de Djibouti a été mis en place. Il permettra donc de désengorger l'unité de dialyse de l'hôpital Pelletier. À ce service de dialyse dispose de 13 appareils d'hémiodialyse, dont 7 en réserve pour satisfaire les conditions optimales de séjour des patients. Les patients sont traités dans un cadre agréable et parfaitement adapté. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed s'est dit entièrement satisfait des efforts consentis par le département de la santé, précisant que ce deuxième centre de dialyse vient à point nommé pour satisfaire les besoins croissants des patients présentant des complications rénales. Enfin, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et le ministre de la Santé, Dr Jama El-Meoukiye, ont également visité ensemble le local technique qui abrite des installations essentielles pour le filtrage d'eau à travers l'utilisation de la technique d'osmose inversée pour offrir une eau pure et saine. Sans transition sur ce sujet, les responsables de cette nouvelle unité de dialyse ont exprimé leur détermination à garantir une meilleure prise en charge des patients au cours de leur séance d'hémiodialyse. Écoutons l'un de ces responsables. Aujourd'hui, sous le haut patronage du Premier ministre de la République de Djibouti, son Excellence Abdelkader Mohamed Kamil, nous avons inauguré avec ces derniers et en présence du ministre de la Santé, son Excellence Dr Jama El-Meoukiye, le deuxième centre d'hémodialyse de la République de Djibouti. Ce centre a été inauguré au niveau de l'hôpital Cheikhou de Balbala. L'inauguration de ce centre répond à la nécessité de désengorger le premier centre d'hémodialyse qui est celui de Balbala. Actuellement, ce centre compte une file active de 115 patients hémodialysés chroniques et commençait à être saturé. Nous ne pouvions plus répondre aux besoins nécessaires de pouvoir effectuer 3 séances de dialyse hebdomadaires pour chaque patient. Suivons à présent le mot du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed qui a indiqué que ce deuxième centre de dialyse vient à point nommé pour satisfaire les besoins des patients présentant des complications rénales et dont le nombre grandit. Écoutons le Premier ministre. Nous venons donc d'ouvrir ici à l'hôpital Mohamed Ahmed Issa de Cheikhou un centre de dialyse comme ça existe à l'hôpital Pelletier. Et donc c'est une très bonne chose parce que d'après les informations que nous avons eues, effectivement, les postes de dialyse à l'hôpital Pelletier étaient saturés. Et donc il était temps qu'on fasse un deuxième centre de dialyse. Je pense qu'il faudrait encore augmenter ce centre de dialyse étant donné que la population augmente et comme disait tout à l'heure le médecin, c'est devenu même presque une maladie à la mode, quoi, parce que tous les gens qui sont cardiaques, tout ça, eh bien, ils ont aussi des problèmes d'affection rénale. Donc effectivement, c'est très important à ce que d'autres centres de dialyse voient le jour aussi. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, accompagné des hauts responsables du MENFO, participe à la 11e table ronde ministérielle et aux ateliers de la 13e édition d'e-learning Africa qui se déroule du 26 au 28 septembre 2018 à Kigali, au Rwanda. La 11e table intergouvernementale sur les technologies appliquées à l'apprentissage, la formation et au développement des compétences a réuni des ministres, des représentants du ministère provenant
venant de plusieurs pays et un réseau d'experts. Le thème donc de cette réunion ministérielle et vers une économie fondée sur le savoir. L'objectif de la réunion est de faciliter un dialogue ouvert et de générer des recommandations pratiques qui auront un impact réel sur l'élaboration et la mise en œuvre des politiques. La table ronde ministérielle a examiné comment mettre en place une Afrique de demain hautement qualifiée et comment les TIC peuvent aider à éliminer les obstacles de la compétitivité et offrir ainsi une éducation, l'opportunité de transformer et de préparer les jeunes pour la 4e révolution industrielle qui est le numérique. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a visité ce matin la nouvelle université de Djibouti, à Balbala, et qui s'est dotée de nouvelles installations et qui accueille à l'heure actuelle quelques 10 900 étudiants. À son arrivée, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a été accueilli par le président de l'université de Djibouti, Dr Jama Mohamed, qui lui a fait voir les différents et démontrer le bon fonctionnement de l'institution, en prodiguant ainsi des connaissances, à savoir aux jeunes étudiants. Le ministre a apprécié les changements et progrès accomplis au sein de l'université, tant au niveau technique, matériel, mais aussi en ressources humaines qui ont été renforcées. Il a par ailleurs convié à tous les professeurs et les personnels à travailler davantage pour améliorer les conditions d'acquisition du savoir. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a félicité enfin les responsables de l'université pour leurs efforts et les a invités à poursuivre sur ce rythme afin de répondre aux attentes des étudiants. L'université est le noyau culturel et le vivier d'un pays d'où émergera une élite et des futurs responsables à tous les niveaux, a-t-il assuré. C'est à travers cette institution que l'image du pays sera rehaussée au niveau international, a-t-il enfin conclu. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a par ailleurs souligné que le nombre d'étudiants qui achèveront leur cursus universitaire seront formés pour répondre au marché du travail et soutenir ainsi le développement économique du pays. Je vous propose de le suivre. L'objectif de ma visite ce matin, c'est de me rendre compte de la réussite de la rentrée universitaire 2018-2019. À ce stade, je ne peux que féliciter le président de l'université et toute son équipe pour toutes les procédures et les modèles d'inscription qui ont été vraiment un véritable succès. Je voudrais également vous donner quelques chiffres. Nous sommes actuellement au niveau de l'université de Djibouti, nous avons l'équivalent de 10 900 étudiants, 3 200 se sont nouveaux inscrits. Sur ces nouveaux inscrits, 98% l'ont fait en ligne. C'est pour vous dire que les choses auprès des jeunes en tout cas sont bien intégrées. L'autre élément important qu'il faut noter, c'est la sélection d'étudiants qui ont contribué aux inscriptions et à faciliter aux nouveaux arrivants l'inscription au niveau de l'université de Djibouti. Il y a un taux de satisfaction très élevé. Nous voulons vraiment remercier également question infrastructure et intérêt que le président de la République porte à l'éducation en général et à l'enseignement supérieur en particulier. Le fait que nous soyons dans ces nouvelles infrastructures nous autorise à avoir des ambitions de plus en plus importantes pour cette université. Et nous voulons, à travers ce message également, encourager nos étudiants à aller de plus en plus vers les filières scientifiques pour pouvoir répondre aux projets de développement de notre pays. Ça, c'est une vraiment très très bonne question parce que l'université son premier rôle est de contribuer au développement du pays. La première satisfaction, c'est que quand on vient à l'université, contrairement à beaucoup de pays qui ont des universités beaucoup plus anciennes que les nôtres, c'est de constater que 100% des enseignants sont des Djiboutiens. Et ça, c'est vraiment une satisfaction. Et la majorité d'entre eux, ce sont des jeunes qui ont été
qui ont débuté à l'université de Djibouti. L'autre élément important, c'est les nouvelles filières que nous sommes en train de mettre en place. Bien sûr, il y a des filières phares, hein, comme l'ingénierie, mais il y a également le BBA qui aujourd'hui ouvre des grandes opportunités aux étudiants. Et puis une demande énorme pour tous les aspects de logistique et transport, puisque c'est un secteur très porteur dans notre pays. Et pour s'adapter donc à davantage de qualifications, nous sommes en train de travailler sur des grands programmes, comment utiliser et mettre à profit pour que nos ports soient efficients, inclure les aspects du numérique dans ces formations. C'est l'heure de l'appel à la prière à la As. Je vous retrouve dans quelques instants. À l'instar du reste du monde, notre pays a célébré aujourd'hui la journée mondiale du tourisme. Cette cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'Office national du tourisme de Djibouti, l'ONTD. Le thème retenu cette année est le tourisme et la transformation numérique. Cette journée mondiale du tourisme a permis de mettre en lumière les possibilités offertes par les progrès technologiques et notamment les mégadonnées, l'intelligence artificielle et les plateformes numériques. Un tourisme qui s'appuie sur l'innovation et sur les progrès numériques. Un tourisme qui permet également l'autonomisation des populations locales et l'utilisation rationnelle des ressources. Cette journée a vu la participation, outre du directeur général de l'ONTD, le directeur général de la Poste de Djibouti, le maire de la ville de Djibouti, le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, et le ministre du Commerce, Hassan Hamad. Face aux défis consistant à soutenir la croissance dans la durée, tout en faisant du tourisme un secteur plus durable et responsable. L'Organisation mondiale du tourisme considère que les progrès techniques et numériques et l'innovation apportent de nombreuses solutions. Dans une brève allocution, le directeur général de la Poste de Djibouti, Bahnan Ali Medal, a mis en exergue une application numérique qui localise et identifie les zones touristiques du pays. Pour essayer de faire connaître les zones géographiques ou les zones touristiques. Beaucoup de gens connaissent par exemple le Kassal, le Kabylie, mais personne ne peut s'y rendre tout seul. En tout cas, on ne peut pas connaître les meilleurs endroits de ces zones-là. Donc, comme on a une application à la Poste qui permet de faire connaître l'adresse et qu'on utilise surtout pour la livraison, la logistique dans la capitale, nous pouvons aussi l'utiliser pour les zones touristiques. Donc nous avons émis un certain nombre de timbres où il y a des adresses dessus et ces timbres représentent des zones touristiques comme Atak Djourab, la plage de Sable Blanc, Rasbir, etc. Et grâce à ces 3 mots qui sont sur ces timbres-là, les gens peuvent s'y rendre directement avec leur téléphone, leur smartphone, sans avoir besoin ni d'une indication, ni même d'un guide ou quoi que ce soit. Donc on essaie de favoriser, avec mon partenaire de tourisme, ce qu'on appelle le tourisme local ou national. Donc voilà, Selon le ministre délégué auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du commerce, des PME, de l'artisanat, du tourisme et de la formalisation, M. Hassan Hamad, il s'est dit donc que cet événement revêt un caractère primordial. La raison, a-t-il indiqué, est bien connue. Elle est conforme à la vision du chef de l'État et à la volonté de la République de Djibouti de faire de notre pays un pays touristique de premier choix. La journée mondiale du tourisme, célébrée le 27 septembre, sera centrée sur le thème du tourisme et la transformation numérique. Coïncidant avec la volonté du ministère à développer le numérique dans la gouvernance de ses prérogatives. Depuis 1980, la journée mondiale du tourisme est célébrée le 27 septembre, date de l'entrée en vigueur des statuts de l'Organisation mondiale du tourisme, organe et spécialisé des Nations Unies. Cette année, cette journée mondiale du tourisme est placée sous l'usage du numérique au service du développement du tourisme. Selon la déclaration du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, le tourisme doit s'appuyer sur l'innovation et sur les progrès numériques pour plus de possibilités d'améliorer l'exclusivité, l'autonomisation des populations locales et l'utilisation rationnelle des ressources. La République de Djibouti,
cet événement revêt un caractère primordial. La raison est bien connue. Dans la volonté du président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, de faire de la République de Djibouti un pays touristique de premier choix. Du premier choix, le tourisme apparaît dans l'industrie du service un facteur nécessaire à toute économie. Il est indéniable que le tourisme s'impose aujourd'hui comme un secteur incontournable du développement économique et des échanges internationaux. Notre pays, riche de ses potentiels et spécificités géographiques et culturelles, a toujours su tirer le meilleur parti de ce secteur et en perpétuelle évolution. Aujourd'hui, la République de Djibouti se dotait d'une stratégie nationale dont les axes ont été identifiés et débattus à l'occasion des Assises nationales du tourisme du 5 au 8 mars 2018. Et très prochainement, mon département soumettra au gouvernement un projet de texte relatif à l'orientation nationale pour le développement et la promotion du tourisme dans le pays. En bref et en image avec cette réception du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, qui a reçu ce matin l'ambassadeur et chef de délégation de l'UE en République du Djibouti, Adam Koulak. Ce dernier était accompagné par son principal conseiller, le chef de coopération, Bernard François. L'entrevue entre les deux hommes a essentiellement porté sur les programmes et projets de soutien en faveur de la jeunesse, notamment le renforcement des moyens et matériels des centres de développement communautaire, ainsi que les appuis à la formation des jeunes afin qu'ils puissent se prendre en charge et se lancer dans des activités rentables. Ce qui leur permettra de gagner leur vie et leur place au sein de la société. Ils se sentiront ainsi acceptés et responsabilisés. Le secrétaire d'État a plaidé pour un renforcement du soutien des institutions de l'UE pour offrir aux jeunes des débouchés et des opportunités de travail par le biais de stages et des formations adéquates, ce qui leur enlèvera l'idée de l'exil et d'un illusoire Eldorado ailleurs. Le secrétaire d'État s'est en outre déclaré confiant quant au partenariat en vue avec l'UE pour promouvoir l'envol du sport djiboutien. Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, en collaboration avec l'Organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden, Parsga, a organisé hier une opération de nettoyage de la plage des îles Moucha et Mascali. Plusieurs autres organismes ont également pris part à cette initiative, à savoir les gardes-côtes, des agents de la direction des affaires maritimes et la capitainerie du port de Djibouti, ainsi que des pêcheurs. L'objectif était donc de préserver l'environnement marin et ses ressources. Des tonnes d'ordures et de déchets ont été donc enlevés dans ces plages de l'île de Moucha et de Mascali. Djiboutien, parce qu'aujourd'hui c'est la deuxième journée de l'atelier qui célèbre la journée mondiale de l'environnement marin, de la mer Rouge et du golfe d'Aden, comme a si bien indiqué mon ami Dr Zahir qui vient du Parsga et Monsieur Aden qui est coordinateur au ministère de l'Environnement. Et en cette journée qui célèbre la journée mondiale de l'environnement marin et tout ce qui est la protection, et il faut savoir que l'organisation régionale qui compose 7 pays de la région en fait, travaille d'arrache-pied pour que notre environnement de la mer Rouge soit un environnement sain de toute dégradation. Et en cette journée, nous célébrons en fait la protection de l'environnement marin. Et puis, le thème de cette journée, ça concerne les ordures. Donc les ordures, c'est un fléau, c'est un problème qui génère en fait un impact négatif sur la santé humaine, sur l'écosystème marin, parce que, comme il avait dit le Dr Zahir, c'est aussi une succession d'impacts négatifs qui impactent la chaîne alimentaire.
La mairie de Djibouti a procédé hier après-midi au marquage des différents emplacements aménagés pour le stationnement des véhicules au centre-ville afin de s'informer sur les lieux qui seront désignés comme lieux de stationnement payants. Cette tournée dirigée par le directeur technique de la mairie, Ousmane Abdi, et avec la participation des agents de la mairie ont prospecté des lieux du parking payant choisis par la mairie après avoir fait un planning détaillé sur les artères principales. Ainsi, les responsables tentent à favoriser la construction de parkings et à lutter contre le stationnement anarchique dans les rues suite au nombre croissant des voitures dans la capitale. L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'instauration d'une redevance municipale des stationnements payants des véhicules à moteur sur la voie publique de la ville de Djibouti. Et à suite à un décret présidentiel daté en 2015, une place de stationnement payant est un emplacement destiné à accueillir les véhicules à usagers pour une durée précise de son stationnement grâce à l'achat d'un ticket de stationnement. Cette zone de stationnement est destinée aux 3 endroits précis, à savoir Plateau du Serpent, Aviation et Corniche. Dans une allocution prononcée, le directeur technique de la mairie, Ousmane Abdi, a indiqué que cette opération a pour objectif de mettre fin au stationnement anarchique. Pour la mise en place du stationnement payant, c'est un décret qui a été réalisé en 2015. C'est le décret numéro 260. Vous pouvez le trouver dans le journal officiel de la présidence de la République où vous pouvez voir tous les détails de ces décrets. L'objectif principal, c'est de désengorger le centre-ville où il y a beaucoup de voitures. Le but principal, c'est que tout le monde puisse avoir un parking à un moment donné pour une durée donnée. Parce que maintenant, les voitures ont tendance à s'arrêter comme ils veulent, dans tous les sens, et c'est un peu la débandade. Hein. Donc le but principal que Madame la maire, Madame Fadouma Awale, a pour objectif d'avoir une circulation fluide, que tout le monde puisse bénéficier d'un parking et qu'il n'y ait pas des voitures ventouses. Parce qu'il y a ces voitures ventouses qui s'arrêtent sur la route et qui sont restées pendant 2 heures. À partir de maintenant, il n'y aura plus des voitures ventouses. Tout le monde viendra, va rester le temps nécessaire et va repartir. Donc je pense que c'est un service qui a été conçu il y a 10 ans de cela par le premier maire, M. Ali Ismail, et qui va être réalisé aujourd'hui par la 3e maire, Mme Fadouma Awale Ousmane. Et on espère que les Djiboutiens vont nous accepter et accueillir ce service supplémentaire. Par rapport aux tarifs, les résidents dans les zones concernées, en démontrant les preuves de résidence, vont payer un abonnement de 3 000 francs. Les professionnels qui travaillent dans cette zone, eux, vont payer 4 000 francs. Quant au privé qui vient personnellement dans cette zone faire un service ou faire ses besoins, celui-là va payer 50 francs l'heure. De là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité hors de nos frontières avec Asma Ouaker qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Asma. Bonjour à vous. Et nous commençons avec cette information qui nous provient du Proche-Orient où Donald Trump penche pour la première fois, Asma, une solution à 2 États. Effectivement, le chef de la Maison Blanche a évoqué pour la première fois sa préférence pour une solution à 2 États afin de mettre fin au conflit israélo-palestinien et a par ailleurs évoqué la présentation d'un plan de paix d'ici 4 mois. Eh bien, je cite, « Je pense vraiment que quelque chose va se passer. C'est mon rêve d'y parvenir, a-t-il dit, avant la fin de mon premier mandat. » En janvier 2021, a-t-il lancé lors d'une rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Pour la première fois également, l'occupant de la Maison-Blanche a d'ailleurs donné un calendrier pour la présentation de cette proposition maintes fois reportée dans les 2, 3 ou 4 mois. Qui rêve donc, Donald Trump, qui rêve d'aboutir à l'accord ultime entre Israéliens et Palestiniens, là où tous ses prédécesseurs ont échoué. Et nous enchaînons avec la Tunisie et l'Italie qui donc au centre de discussion d'un rapatriement des migrants. Oui, Matteo Salvini effectue ce jeudi sa première visite en Tunisie, alors que les Tunisiens sont devenus le plus important au contingent d'étrangers arrivant illégalement en Italie. Selon les chiffres du ministère italien de l'Intérieur, près d'un quart des 21 000 immigrants admis en Italie cette année viennent de Tunisie. Les Érythréens et les Soudanais arrivant en 2e et 3e position. Au total, l'Italie enregistre une baisse de 67% des demandeurs d'asile par rapport à l'année dernière. Matteo Salvini espère trouver un accord en Tunisie
un accord pour faciliter le rapatriement des migrants dont l'admission est refusée. La visite donc en Tunisie du ministre italien de l'Intérieur s'engage dans un climat diplomatique tendu. Un mot de sport pour clore l'actualité. Le Barça a été foudroyé hier soir et le Real giflé également. Il n'y a plus d'équipe invaincue en championnat d'Espagne. Le leader Barcelone foudroyé a les gagné 2-1 et le Real Madrid est giflé à Séville 3-0. Ont concédé hier leur premier revers cette saison en Liga. Laissons revenir sur leur talent l'Atlético avant le derby madrilène. L'Atlético Madrid avait 7 points de retard sur la tête mi-septembre au soir de cette 6e journée. Le club Colchonero, si je le dis bien, a dit 3e, donc à la 3e minute, 11 points, n'est plus qu'à 2 longueurs derrière les deux co-leaders avant d'affronter le Real à la 2e avec 13 points samedi au stade Santiago à Bernabeu. Dans la foulée, le Real a raté donc une occasion en or de prendre la tête. Une club donc triplé, champion d'Europe en titre, s'est effondré au stade Sanchez-Pujman de Séville. Merci Asma Obakar pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi de programme sur Télé Djibouti.